Bienvenue dans ce JT, nous sommes le vendredi 31 mars 2017. Tout de suite les titres de cette édition. L'onde de choc Macron atteint les socialistes du Val d'Oise dans la foulée de Manuel Valls. Le député d'Argenteuil Philippe Doucet votera pour le candidat En Marche. Et depuis ce vendredi, c'est aussi le cas de l'ancien patron du PS 95, Dominique Lefebvre. Ses explications dans ce journal. Au conseil départemental, les élus socialistes restent eux majoritairement derrière Benoît Hamon, certains par conviction, d'autres, vous l'entendrez, par loyauté à leur parti. Villarceau rouvre ses portes ce week-end. Le domaine accueille le public tous les après-midi, sauf le lundi. C'est à redécouvrir en fin de JT. C'est le fruit d'une longue réflexion, assure Dominique Lefebvre. Le député de Cergy-Pontoise votera Macron. C'est le choix du vote utile, explique l'ex-patron du PS sur le Val d'Oise, qui voit dans le candidat En Marche un rempart à Marine Le Pen. Explication Angélique Boilet. Dominique Lefebvre a convié journalistes, élus locaux et personnes de la société civile pour expliquer son choix. Tout comme Manuel Valls, qui l'a soutenu pendant la primaire de la gauche, le député socialiste est convaincu qu'Emmanuel Macron est le seul capable de faire barrage au Front National, aux portes du pouvoir selon lui. Un constat qui, dit-il, le pousse à 23 jours du premier tour de l'élection présidentielle à appeler les électeurs de gauche à faire comme lui, voter pour le candidat du mouvement En Marche. Et parce que l'extrême droite est aux portes du pouvoir, parce que la droite républicaine n'est pas en situation de présenter l'alternative, parce que le candidat socialiste n'est pas en situation de présenter une alternative, pour ma part, pour Elvira, pour un certain nombre d'élus et de personnes qui sont ici présentes, et pour beaucoup de nos concitoyens qui ont souvent anticipé la prise de position des élus, le seul choix nous permet d'éviter un choix mortifère au deuxième tour entre Marine Le Pen et François Fillon, c'est Emmanuel Macron. Un vote utile qui s'impose selon Dominique Lefebvre. Placé dans les sondages en 4e position derrière Marine Le Pen, Emmanuel Macron et François Fillon, impossible que Benoît Hamon n'accède au second tour selon le président de l'agglomération de Cergy-Pontoise. Hélas, le candidat socialiste issu de la primaire de gauche n'est pas ou plus en situation, il n'a pas su, il n'a pas voulu, en tout cas depuis 2 mois, il n'a pas démontré qu'il pouvait être en situation d'être au second tour. Et je ne crois pas qu'en 3 semaines, on passe de 10 à 25% des intentions de vote. Donc j'en suis le premier désolé, j'aurais préféré qu'il en soit autrement. Le député socialiste de la 10e circonscription, candidat à sa propre réélection en juin prochain, ne craint aucune sanction de son parti. Il compte bien d'ailleurs poursuivre sa campagne sous l'étiquette PS. Dominique Lefebvre se dit prêt à travailler au sein d'une majorité progressiste composée d'élus de différentes sensibilités politiques. Pour cela, il va devoir d'abord se faire réélire. Parmi ses adversaires, très certainement un candidat d'En Marche, le mouvement ayant annoncé sa volonté d'investir un candidat dans chaque circonscription. Et la candidate Les Républicains qui sera face à Dominique Lefebvre aux prochaines élections législatives dénonce un retournement de veste opportuniste. Virginie Tinland dénonce donc dans un communiqué les postures, je cite, et les impostures de Dominique Lefebvre qui illustrent tout ce dont les Français ne veulent plus en politique. Fin de citation. Alors, qu'en est-il des autres élus socialistes du Val d'Oise? Nos journalistes ont profité d'une séance du conseil départemental pour faire le point. Les conseillers départementaux socialistes restent, eux, majoritairement derrière Benoît Hamon. Certains par conviction, d'autres, vous allez le voir, par loyauté à leur parti, ont-ils expliqué à Angélique Boilet et Alexandre Bourque. C'est une séance ordinaire au conseil départemental du Val d'Oise. Pourtant, à moins d'1 mois du premier tour de l'élection présidentielle, la campagne est dans toutes les têtes. À gauche, alors que la liste des élus socialistes ralliant Emmanuel Macron s'étoffe de jour en jour, ses conseillers départementaux font bloc derrière Benoît Hamon.
À titre personnel, je suis pleinement engagée dans la campagne de Benoît Hamon. C'est le candidat sorti de la primaire, c'est le candidat légitime et je pense que sur le terrain, on est attendu par la population de gauche, par l'électorat de gauche pour faire cette campagne-là. Donc je fais à titre personnel campagne. J'ai organisé les primaires, j'ai encouragé tout le monde à militer pour les primaires, pour avoir le plus de soutien possible aux candidats du Parti socialiste. Dès lors que Benoît Hamon a été désigné candidat du Parti socialiste, nous avons fait campagne, quels que soient d'ailleurs les choix des uns et des autres, sur la 9e circonscription d'une manière générale, puisque Luc Broussy, qui est le candidat socialiste sur la 9e circonscription du Val d'Oise, était par exemple un soutien de Manuel Valls. Un soutien au candidat socialiste qui se vérifie également chez des élus qui n'avaient pas voté pour lui lors de la primaire de gauche. Malgré le ralliement de Manuel Valls à Emmanuel Macron, les partisans de l'ancien Premier ministre restent fidèles au vote des militants. Au soir des votes des primaires, il y a eu un choix clair exprimé par les électeurs, donc je me rallie à ce choix. Je ne suis pas sur la ligne programmatique de Benoît Hamon. C'est clair, je me considère comme un social-démocrate et je ne partage pas l'ensemble des thématiques portées par Benoît Hamon. Mais je respecte une ligne de parti politique. Les règles du parti ont été définies, même si j'ai fait partie des gens qui ont soutenu Manuel Valls pour la primaire, personnellement. Ensuite, un candidat a été désigné et on est rassemblés derrière le candidat porté par le Parti socialiste. Tout simplement pour ça. On a donné une parole. Si le mot d'ordre reste globalement l'unité derrière Benoît Hamon, l'ombre de Marine Le Pen pourrait pousser certains élus à changer leur position. C'est le cas du président du groupe d'opposition socialiste au conseil départemental, Jean-Pierre Muller. Je pense, et je dis bien je pense, Benoît Hamon. Je dis également les choses par défaut. Si vraiment je pensais qu'il y avait au tout dernier moment un danger pour la République et pour la France et pour les Français, parce que je pense que Marine Le Pen est un grand danger pour tout le monde vraiment. Je réviserai ma position. Le premier tour de l'élection présidentielle se déroulera le 23 avril prochain. Une idée de sortie maintenant. Villarceau rouvre ses portes ce week-end. Le domaine accueille le public tous les après-midi, sauf le lundi. Du Moyen-Âge au siècle des Lumières, en passant par la Renaissance, ce site unique a traversé les grandes époques de notre histoire. Géré par le Conseil régional d'Île-de-France, Villarceau et ses 2 châteaux se visitent gratuitement à redécouvrir dans ce sujet signé Philippe Pémal. Visiter le domaine de Villarceau, c'est contempler d'un seul regard 9 siècles de notre histoire. Situé à Chaussy, dans le Vexin français, on y trouve 2 châteaux, un parc de 70 hectares, un jardin Renaissance et de nombreuses pièces d'eau. Le premier château, situé dans la partie basse, date du Moyen-Âge. Le deuxième, sur les hauteurs, est construit au XVIIIe siècle. Ce mélange d'époque et de style en fait un lieu unique en Île-de-France. Lorsque les visiteurs viennent d'avril à octobre découvrir le domaine, ils n'en croient pas leurs yeux. Ils entrent dans une espèce de parenthèse de l'histoire. Le temps s'est arrêté. La Révolution n'a pas démoli le château, n'a pas incendié le château, n'a pas détruit les vestiges anciens. Les guerres sont passées au-dessus du domaine, les révoltes, les accidents d'héritage, etc. ont laissé ce domaine dans une grande cohérence. Du château médiéval, il ne reste que quelques éléments, notamment cette tour Saint-Nicolas. Au XVIe siècle, le château se transforme. Nous sommes alors en pleine Renaissance. François de Mornay, héritier du domaine, se fait construire un manoir et transforme les pièces d'eau en magnifiques jardins d'inspiration italienne. Du manoir, il nous reste ce pavillon. C'est ici, en 1572, après le massacre de la Saint-Barthélemy, que François de Mornay, catholique, va cacher son cousin protestant, Philippe Duplessis-Mornay, recherché par la Ligue. On ouvre toutes les pièces, on fouille tous les bureaux, on ouvre ce bureau, on ouvre ce placard. Dans le placard, il y a des feuilles, des cartes, de l'encre, comme habituellement on peut en trouver, des livres. Et la Ligue fait demi-tour et repart. Non, Duplessis-Mornay n'est pas à Villarceau. Et pourtant, si la Ligue avait connu le secret du placard de Villarceau, eh bien, on aurait trouvé Duplessis-Mornay et il aurait été exécuté. Et il aurait été exécuté en même temps que Mornay de Villarceau. Bien évidemment, voilà où se cachait Duplessis-Mornay.
200 ans plus tard, en plein siècle des Lumières, Villarceau passe aux mains du marquis du Tillet. C'est lui qui crée le château d'en haut. Pour s'offrir une vue imprenable sur ce domaine, il creuse la falaise pour s'en faire une terrasse unique de 530 mètres. Édifié dans un style Louis XV, le château reflète le goût raffiné de cette époque. On y retrouve le savoir-faire des meilleurs artisans, ainsi que quelques idées de décoration étonnantes. Vous voyez le long des panneaux des petits crochets qui permettent à ces panneaux d'être amovibles. La maîtresse de maison, lorsqu'elle se lève le matin, elle peut demander à son valet de chambre de lui changer entièrement le décor de son boudoir. Il lui suffit de retirer les panneaux grâce aux crochets, de les remplacer par des panneaux avec des revêtements différents et d'avoir ainsi un salon jaune soleil ou un salon vert prairie ou bleu ciel ou assorti à la couleur de sa robe ou assorti, plus raffiné encore, aux couleurs d'yeux de sa meilleure amie pour lui faire plaisir. Le domaine est ouvert d'avril à la mi-octobre. L'entrée est gratuite, mais la visite est guidée. L'occasion d'en savoir plus sur la vie méconnue de l'un des plus beaux sites d'Île-de-France. Voilà, ce journal est maintenant terminé. Je vous en rappelle le principal titre. L'onde de choc. Macron atteint les socialistes du Val d'Oise. Dans la foulée de Manuel Valls, le député d'Argenteuil, Philippe Doucet, votera pour le candidat En Marche. Et le député de Cergy-Pontoise depuis ce vendredi, c'est aussi son cas. L'ancien patron du PS 95, Dominique Lefebvre, appelle à voter Emmanuel Macron. Merci d'avoir suivi ce JT. Vous avez rendez-vous tout de suite avec notre partie magazine. Bon week-end à tous. Ça ressemble à un avion et pourtant ce n'en est pas un. Officiellement, c'est un ULM, un ultra léger motorisé. Cette nouvelle classe d'engins volants regroupe plusieurs types d'aéronefs qui vont du paramoteur au dirigeable, en passant par ces modèles, les multi-axes. Un ULM, en fait, c'est un avion qui est un petit peu plus léger. On est au maximum à 472,5 kg quand on a un parachute de secours, ce qui est le cas pour cet appareil-là. On doit avoir une vitesse maximum de sustentation de 65 km/h et on est limité à 2 places. En gros, c'est à peu près ça les différences. Autre différence de poids avec l'avion, le prix. Un ULM d'occasion en bon état coûte entre 9 et 10 000 euros, un appareil neuf bien plus cher. Un ULM comme celui-là, par exemple, le prix d'achat c'est à peu près 55 000 euros avec différentes options. Alors qu'un avion à 55 000 euros, moi j'en connais pas. Ensuite, l'heure de vol elle est moins chère en ULM, parce que déjà on consomme beaucoup moins, on consomme 15 litres à l'heure avec des appareils comme ça. En avion, c'est plutôt aux alentours de entre 20 et 30 litres sans problème, quoi. Des appareils équivalents, à performance à peu près équivalente, quoi. Pierre-Jean Ottonelli est pilote d'ULM et formateur. Il emmène ses élèves au-dessus de l'un des plus beaux paysages de l'Île-de-France, le Vexin français. Sous ses ailes, la Seine, le château de La Roche-Guyon ou les jardins de Villarceau. Pour Pierre-Jean, voler est avant tout un plaisir. Le plaisir, c'est voler, c'est piloter, pouvoir se déplacer sans risquer d'être pris par un radar, par exemple. Non, honnêtement, c'est vraiment l'impression de liberté. Ouais. Je crois que c'est ça en premier. On est vraiment libre. On voit les choses de haut, sans se prendre comme on se figurait. Cette liberté a un coût, 75 € pour un baptême de l'air. Quant au brevet de pilote ULM, il s'obtient après plus d'une vingtaine d'heures de vol et vous coûtera dans les 2 000 €. Un prix raisonnable pour les élèves de Pierre-Jean Ottonelli qui viennent avant tout vivre leur rêve de voler. Et un rêve, ça n'a pas de prix.